Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Partie 30. Résumé de la situation. Après l'assassinat d'Erdur, devenu brièvement roi Goëth, Razar et Obran, les chefs de Tarin et de Magur, s'accusent mutuellement d'avoir commandité le meurtre. Une guerre civile éclate pour savoir qui de Derin ou de Danya montera sur le trône Goëth, alors qu'un Vat nommé Dan se met au service de Derin. Profitant du conflit pour punir une vieille rivalité, Ucar, le chef d'Abar soutenant Derin, lance une attaque contre la ville de Kamo, défendue par la championne Uala. Repoussé par les défenses de Kamo lors d'un premier assaut, Ucar décide de tenir le siège et d'envoyer des demandes de renfort à Derin, alors qu'Uala envoie un cavalier quérir l'aide de Danya. Argor, poursuivi par Vodiar, Drek, Gig et Ulnar après avoir massacré des brigands, a fini par être rattrapé par les Fianna. Après un combat brutal, l'ancien cannibale a été maîtrisé et a expliqué son histoire, promettant aux Fianna qu'il les aiderait dans la lutte contre Adonar. Malgré l'opposition de Vodiar, Elgur, le chef des guerriers d'Erin, a accepté d'intégrer Argor à ses troupes, malgré son passé de cannibale. « 21e jour du mois de l'Aulne, capitale Zodas. Depuis 5 jours, Argor vivait avec les Fianna, et sans le savoir, les guerriers d'Erin. Personne n'avait l'air de savoir qui il était, ou s'il le savait, il le cachait bien, ou n'en avait sincèrement rien à faire. Personne, à part évidemment le quatuor qu'il avait fait prisonnier, quelques chefs, et le très mystérieux Elgur. Il avait très vite compris que les Fianna étaient en réalité composés de plusieurs groupes relativement indépendants les uns des autres. Pourtant, ils se connaissaient tous, buvaient ensemble, chantaient ensemble, se battaient parfois les uns avec les autres suite à une dispute, pour se prendre dans les bras en riant avant de trinquer la minute d'après. Ils étaient soudés, plus encore que les membres d'un même clan. Cela lui rappelait son isolement des dernières semaines. Aussi à quel point ses êtres chers lui manquaient. Sa petite sœur, les guerriers avec lesquels il buvait, ses frères d'armes, son père. Les hommes n'étaient pas faits pour vivre seuls. Ils cherchaient toujours à faire partie d'une chose plus grande qu'eux. Une famille, des amis, un peuple. Toutes ces choses qui permettaient l'illusion de ne pas être totalement isolé, de ne pas être perdu au milieu d'un monde trop vaste et trop froid. Mais les gens déçoivent, ils trahissent, changent, ou bien finissent par mourir. En tout cas, ils disparaissent. N'avait-il pas lui-même perdu ses parents, puis la femme qu'il aimait, sa petite sœur qu'il avait déçue, et finalement son clan entier qu'il avait trahi, sans oublier Adonar, dont il s'était aussi détourné. Mais cela, on le lui pardonnerait certainement. Toujours était-il qu'au final, il était bel et bien seul, comme tous ceux ici qui buvaient ensemble pour l'oublier. Ou bien était-ce justement lorsque plus rien ne nous rattachait à rien que l'on choisissait la vie de mercenaire? Plusieurs personnes seules étaient-elles ensemble? Argor but une grande lampée de bière. Il se sentait d'humeur à philosopher en attendant des nouvelles de l'ennemi. Il n'y avait pas grand-chose de mieux à faire. Du coin de l'œil, toujours assis avec les 3 mêmes personnes, Vodiar observait le jeune Goëth. Il ne lui accordait aucune confiance. Pour lui, l'ancien cannibale aurait dû être jugé par les druides et exécuté. Et au lieu de cela, on l'invitait à boire, manger et faire la fête avec les Fianna et les guerriers d'Erin. Qu'avait-il pu bien faire pour mériter cet honneur? Il le surveillait sans cesse depuis leur arrivée, à l'affût du moindre signe suspect, mais l'autre semblait irréprochable. Jamais une parole au-dessus d'une autre, jamais une oreille attentive à ce qui ne le regardait pas, jamais de réaction agressive. Bonjour, au revoir, merci, de rien. Sans savoir qu'il était un monstre dévoreur d'enfants, il paraissait un jeune garçon bien élevé et respectueux. Mais Vodiar avait depuis longtemps appris que les pires monstres étaient effectivement souvent très bien élevés. Il était assis seul à la même table tous les soirs, ne s'éloignant pas trop de l'auberge la journée, ne discutait que très peu et uniquement si on lui adressait la parole. Il avait tout de l'attitude de l'homme qui attendait patiemment de pouvoir frapper son ennemi, restant concentré uniquement sur son objectif. Mais qui était cet ennemi? Était-ce Adonar comme il le prétendait? Ou était-ce l'ordre des Fianna? Il vit un Fiann s'approcher d'Argor et lui souffler un mot à l'oreille, et le jeune garçon se leva pour le suivre. Il se demandait où il pouvait se rendre quand il sursauta. On venait de poser une main sur son épaule. « Elgur veut te voir », lui souffla-t-on à l'oreille. Prenant congé de ses camarades avec toute la courtoisie habituelle entre membres des Fianna, « Je vous laisse vous sucer entre vous, les gars. » Le prince se leva et suivit l'homme qui l'avait sorti de ses rêveries, jusqu'aux appartements du chef de l'ordre des guerriers d'Erin.
À l'étage, au bout du couloir, on n'entendait plus les chants et les cris des Fianna que de façon lointaine. Si Elgur le convoquait dans ses propres appartements, c'est qu'il voulait discuter avec lui dans le plus grand calme. Probablement allait-il revenir sur la conversation qu'ils avaient eue à son retour. Vodiar aurait préféré éviter d'avoir un jour cette conversation. Il préférait ravaler sa fierté et prouver par ses actes qu'Elgur avait tort. Mais s'il fallait d'abord en parler, alors il était prêt à défendre son point de vue, comme si ça avait été sa propre vie. Il ouvrit la porte, dévoilant le chef, assis à une table décorée de plusieurs missives, en face d'Argor et de Daran, un fian du groupe du chef Ferda, qui allait peut-être être intégré aux guerriers d'Erin. « Assieds-toi, » invita Elgur. Le prince obéit, prenant place avec les deux autres. C'était logique qu'Argor soit présent pour discuter de la situation. Mais que pouvait bien faire Daran? Elgur comptait-il avoir ce débat devant lui, observer sa réaction et s'en servir pour juger s'il était digne d'intégrer Erin? Mais Elgur avait le regard lourd, bien plus que s'il s'agissait d'une simple conversation un peu houleuse. « Avant de commencer, Daran, tu es bien originaire du clan Indus, n'est-ce pas ?» demanda Elgur. « Oui, » répondit le postulant. Intéressant. Elgur avait en réalité placé Argor avec un ennemi de son clan et l'un des hommes qui l'avait fait prisonnier. Était-ce finalement lui qui était en train d'être testé? « Et toi, Argor, du clan Goeth ?»« C'est bien ça, » acquiesça le jeune homme. « Et toi, Vodiar, je sais que tu es un Mineros, je ne te pose pas la question. J'ai besoin de vous trois pour une mission spéciale, d'une grande importance. » Ils se redressèrent alors sur leur siège, intrigués par cette entrevue d'une parfaite discrétion et évidemment à l'écoute. « Daran, » commença Elgur, « tu sais que ton roi est mort. »« Ah oui, monsieur, son frère vient de prendre sa place. » Le chef lui tendit une lettre. « Cette missive explique que le clan Indus est en train de se révolter contre Tiner. Ils sont un allié de poids dans la guerre contre Adonar et nous ne pouvons pas nous permettre qu'ils soient désorganisés et dispersés lorsque nous aurons besoin d'eux. Je veux que tu ailles parler aux chefs de village en tant qu'ambassadeur et que tu leur rappelles leur engagement envers nous. »« Bien, chef, » répondit Daran sur le ton sûr de lui de n'importe quel postulant désireux de se montrer discipliné. Elgur tendit ensuite une lettre à Argor. « Tu sais toi aussi que ton roi est mort, tué par les cannibales. »« Oui, je le sais, j'étais à moins de 3 mètres quand c'est arrivé. » Argor jeta un œil sur Vodiar. « Je vous rappelle que c'est moi qui l'ai vengé d'ailleurs. » Le prince graissa des dents. « Pour mieux ressusciter Adonar, pensa-t-il. » Son successeur, Erdur, a été tué. Argor sembla choqué. Un héros de son clan, une personne qu'il respectait et admirait de plus qui venait de disparaître. Il était maintenant encore un peu plus seul. Ton clan est en pleine guerre de succession. 2 camps s'accusent mutuellement de l'assassinat d'Erdur et ils veulent renverser l'autre pour prendre le pouvoir. Tu veux nous prouver ta loyauté? Tu en as l'occasion. Va enquêter, découvre quel camp est coupable, dénonce-le à ses alliés et fais que cette situation soit réglée avant que nous ayons besoin de l'armée Goeth. Le jeune homme hésitait. Je ne suis pas certain que je serai le bienvenu parmi eux. Tu as peur qu'ils te jugent en traître, c'est ça? Mais mon garçon, il faudra bien que quelqu'un te juge pour tes actes un jour ou l'autre. Un sourire se dessina sur le visage de Vodiar. C'est ta mission, insista Elgur. Si tu ne la remplis pas, tu n'es pas des nôtres. Tu es notre ennemi, et tu sais ce que cela impliquera. Mais tu n'es pas notre ennemi, tu es notre allié, non? Donc tu nous aideras. Vodiar, il tendit une autre missive au prince. Kolgar n'a pas respecté ses engagements, il a trahi la parole qu'il nous a donnée, a assiégé et pris la ville de Rorik et a chassé tous les druides de son territoire. Il a chassé tous les druides? S'étonna Vodiar. Qu'il brise son serment, qu'il reprenne la guerre, qu'il attaque Rorik, tout ça c'était prévisible en fin de compte. Mais qu'il s'en prenne aux druides, là c'était osé, même pour quelqu'un comme Kolgar. Pas tous en fait. Dina, la druidesse de sa capitale, il ne l'a pas chassée. Il l'a assassinée. De ses propres mains apparemment. Vodiar observait la missive qu'il avait sous les yeux. C'était un rapport d'espionnage semblait-il, confirmant les dires d'Elgur. Tu vas retourner dans ton clan, voir la situation de tes yeux. Je veux que tu tues Kolgar, peu importe la méthode. Nous avons besoin des forces du Nord et il est un obstacle à notre victoire. Quand ce sera fait, ton père voudra marcher sur les terres de ses ennemis. Et toi, tu devras l'en dissuader. Et tu devras aussi rappeler aux Kriagos leur serment. Sans ce fou furieux de Kolgar, j'espère qu'ils seront plus raisonnables. Je ne peux rien vous promettre au sujet de la raison des Kriagos, répondit le prince. Mais je vous assure au moins que Kolgar va mourir. Bien, sourit Elgur. Maintenant, allez vous coucher, vous partez à l'aube.
22e jour du mois de l'Aulne, près de la ville de Kamo, territoire Goeth. Danya, championne de Magure, qui se considérait elle-même comme la souveraine légitime du clan Goeth, avançait devant ses troupes. Elle savait que cela faisait 10 jours que la ville était assiégée par Ucar, qui soutenait Derin dans son combat pour prendre le trône. Derin. Le simple nom de son rival suffisait à la mettre hors d'elle. Lui qui avait une telle réputation d'homme d'honneur, de guerrier droit, franc et intègre, il s'était caché sous le manteau de la noblesse d'âme en refusant de participer au tournoi afin de laisser Erdur devenir roi pour mieux ensuite l'assassiner et l'accuser elle. Et plus de la moitié des chefs Goeth s'étaient rangés de son côté, par simple confiance. Et ensuite, il avait frappé le premier en envoyant Ucar et ses chiens assiéger Magure. Depuis 10 jours, son armée campait sous le mur de Kamo, harcelant et affamant son peuple tout en pillant les fermes des environs. Elle regrettait d'avoir laissé cette situation durer si longtemps. Mais dans ce temps difficile, lever une armée ne nécessitait pas juste de promettre gloire et or. Il fallait convaincre du bien fondé d'aller tuer des frères du même clan, que sa propre cause était plus juste que celle de son rival, et apporter des preuves comme quoi l'assassinat d'Erdur n'était pas de son fait. Cela lui avait pris 10 jours pour venir libérer la ville, mais elle avait fait au plus vite. Et à la tête de ses 6000 guerriers, les quelques centaines qui restaient à Ucar ne pourraient rien. À côté d'elle, Gorun, le chef de Kamo, était devenu son conseiller stratégique. Il connaissait évidemment très bien la région, et guidait l'armée sur des sentiers sauvages qui ne menaient à aucune route et qu'il savait qu'Ucar ne ferait pas surveiller. Il fallait compter sur la surprise, ne pas laisser à l'assiégeant le temps de préparer une retraite et rater ainsi une occasion facile de faire perdre 700 guerriers à l'adversaire. Au départ, Danya n'était pas pour cette stratégie. Elle avait peur de perdre un temps précieux pour Kamo qui manquait cruellement de vivres pour tenir un siège. Mais Gorun avait réussi à la rassurer. Uala est à la tête de la défense de la ville. Ne vous inquiétez pas, elle saura gérer ça. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne sait pas commander. Il avait tellement l'habitude d'expliquer ça. L'habitude, cela faisait rire les chefs de guerre, mais là, Danya lui avait juste lancé un regard perplexe et répondu « Sans rire, tu penses que tu vas m'apprendre ça à moi ?» La future reine comptait bien raconter cette anecdote des centaines de fois. « Nous sommes très près de Kamo », intervint Gorun au beau milieu de la marche alors qu'ils arrivaient au pied d'une petite colline. « Une fois au sommet, nous verrons la ville. »« Et nos ennemis nous verront aussi », fit remarquer la future reine. « Auront-ils le temps de fuir ?»« Ils ne sont pas plus de 1000. Si vous venez à la tête d'une troupe de 300 guerriers et 200 cavaliers, ils resteront pour se battre. Une fois la mêlée engagée, le gros de votre cavalerie pourra intervenir en contournant la colline et prendre l'ennemi par le flanc. » La femme lui sourit. Elle était visiblement très satisfaite de ses services. Il venait de marquer quelques points aux yeux de la future reine. « Bien, faites déplacer mes cavaliers vers les flancs de la colline, lorsque nous aurons chargé, qu'un homme sonne le carnix pour prévenir le gros des troupes de venir écraser l'ennemi. Gorun, vu les efforts que vous faites pour votre ville, je vous laisse l'honneur de commander l'attaque à cheval. » L'homme redressa les épaules, enorgueilli. « Bien, madame. Nous allons faire une démonstration de force aujourd'hui. Nous allons montrer ce que valent les vrais Goeth, ceux qui ont voulu respecter la volonté de Dalos, et qui aujourd'hui vont venger la mort de celui qu'il avait nommé successeur. Dalos était un héros. Faites qu'il soit fier de vous. » Elle avait déjà oublié qu'elle n'avait jamais eu à cœur de respecter la volonté de l'ancien roi, et s'était retirée du tournoi uniquement pour ne pas paraître plus vénal que son rival qui venait de le faire. Ucar entendit le tocsin de la ville sonner. Il sortit hâtivement de sa tente pour voir ce qui arrivait à l'extérieur. 10 jours qu'ils attendaient les renforts de la part de Derin afin de finir cet assaut. 10 jours dans la neige et ce sol, tantôt boueux, tantôt gelé, et plus dur que la pierre. Ils virent ces hommes répondre à l'alerte de leurs ennemis comme si ça avait été la leur. On venait de repérer une armée approcher, pas loin, juste au sommet d'une colline qui rapprochait l'horizon. Évidemment, ces guerriers portaient les couleurs du clan Goeth. Mais s'agissait-il de partisans de Derin ou de Danya? Ucar eut vite sa réponse lorsque Carnix sonna et que l'armée se mit à bouger en mouvement de bataille dans leur direction. Le chef d'Abar jaugea rapidement l'adversaire. Ils n'étaient pas plus nombreux que ses propres forces, mais ils étaient très proches de la ville, et si Uala faisait sortir ses guerriers, ils se retrouveraient à combattre en sous-nombre et encerclés. « Tout le monde en armes !» hurla-t-il. « En formation et nous avançons sur eux !» Le fait d'éloigner la bataille de la ville pouvait repousser le moment d'être pris en étau entre les forces arrivantes et celles de Kamo d'à peine quelques minutes, mais cela pouvait faire une différence. Il ne fallut pas beaucoup de temps à l'armée d'Abar, pourtant composée en grande partie de cavaliers, pour être prête au combat et en marche vers l'ennemi. Ucar observait celle qui dirigeait.
Il reconnaissait Dania. Il sourit. C'était une belle occasion de tuer de ses mains cette pute et de faire cadeau de sa tête à Deryn, le vrai roi. « Chargez !» ordonna-t-il. Un Carnyx lui répondit, immédiatement suivi par des hurlements des guerriers, les hennissements furieux des chevaux de guerre et le grondement des sabots lancés au galop. « Chargez !» répondit Dania. Les deux armées se jetaient littéralement l'une contre l'autre, deux ennemis de même puissance, de même taille, pas de stratégie, pas de mur de bouclier, pas de tir d'archer, juste un combat selon les plus anciennes traditions guerrières, dans l'honneur et où le plus fort l'emporterait. Le choc fut terrible, les chevaux se cognèrent, tombèrent sous les coups, désarçonnant les combattants qui le chevauchaient et heurtaient le sol, leurs os brisés par la vitesse, leur corps écrasés par leur propre monture ou piétinés par la charge de l'adversaire. La clameur des épées cognant les boucliers se leva sur le champ de bataille, ce chant si connu et si aimé des chasseurs de gloire, dont le sang de l'ennemi rougissait les lames. Combien de têtes rapporterait-il aujourd'hui? Quel butin offrirait-il à leurs femmes qui pourraient se vanter d'avoir épousé l'homme le plus valeureux du clan? Combien de moments de courage pourrait-il raconter lorsque, vieux, ils parleraient de leur vie et de leurs exploits de jeunesse? Il frappait, prenant plaisir à sentir le choc de l'acier contre l'acier, le tranchant pénétrer la chair et faire hurler de douleur, les stocks percer jusqu'à l'os et ressortir rougeoyantes, être frappé, rendre coup pour coup, avoir mal mais rester debout, dans ce moment glorieux où seule la force et la détermination font la différence entre la vie et la mort. Ucar se délectait de ces combats qui étanchaient sa soif de sang. Il avait mérité sa place de chef Goeth par la mort et la violence, et ne serait pas resté vivant si longtemps s'il n'avait pas été un combattant hors pair. Les lames sifflaient autour de lui alors qu'il esquivait les coups et frappait, toujours avec une vitesse et une puissance parfaite. Il tentait de percer la mêlée, n'hésitant pas à se battre contre 2 ou 3 adversaires en même temps, ne laissant que le massacre autour de lui, avançant vers son unique objectif, Dania. Il voyait la femme se battre avec autant de hargne que lui, le visage couvert du sang de ceux qu'elle avait tués, hurlant à chacune de ses attaques, le regard haineux et le sourire narquois. Il était impatient de connaître ce moment proche où leurs épées allaient s'entrechoquer, où ce duel qui allait mettre fin à la vie de cette traîtresse allait avoir lieu et lui rapporter plus de gloire que n'importe quelle tête offerte au roi Deryn. La femme venait de désarçonner un adversaire qui mourut en hurlant, piétiné par un cheval dont un sabot venait de broyer la cage thoracique. Ses yeux quittèrent la bataille le temps d'une seconde pour se lever vers le sommet de la colline. Où pouvait être l'homme qui devait sonner à charge de cavalerie? Pourquoi Gorun n'avait-il pas encore attaqué? Qu'est-ce qu'il se passait derrière l'horizon pourtant si proche? La mêlée s'était déjà engagée et pourtant aucun signe de la cavalerie qui devait contourner la colline. Elle para un coup porté à sa poitrine et continua la lutte. La bataille n'était peut-être pas gagnée finalement. La charge avait été sonnée par Dania. Derrière la colline, Gorun accompagnait les cavaliers qu'il commandait, attendant le moment de déclarer sa propre charge. La future reine lui avait laissé l'honneur de lancer l'assaut, suivi par plus de 5000 hommes. C'était plus qu'il n'en avait jamais eu sous ses ordres. Aujourd'hui, c'était son heure de gloire, le grand jour de sa vie. Il ne sentait plus le froid, n'avait pas peur, n'avait pas même la moindre petite appréhension. Que du contraire, il trépignait d'impatience à l'idée de ce qu'il attendait. Il leva les yeux vers l'homme laissé en haut de la colline qui devait faire sonner son Carnyx lorsque la mêlée serait engagée, donnant le signal qu'il attendait pour ordonner la charge de la cavalerie. Il avait aussi une belle infanterie, mais celle-ci ne lui servirait pas à grand-chose. La stratégie voulait que ce soit ses chevaux qui écrasent l'ennemi. Les hommes à pied ne seraient jamais assez mobiles pour encercler les forces du quart en vitesse. Il fut surpris par un bruit terrifiant. Aussi soudainement qu'il aurait pu être possible, le groupe de cavaliers de l'autre côté de la colline venait, en chœur, de pousser un hurlement. Il se tourna et vit la moitié de son armée subir un tir de volée. Un millier de flèches s'abattaient sur eux, décochées depuis la forêt qui les bordait. Les premiers cris de douleur laissèrent la place à des rugissements rauques, alors que depuis les bois déboulait une immense armée portant les couleurs du clan Goeth. Gorun n'aurait pas pu dire combien d'adversaires ces hommes affrontaient, mais il voyait au moins qu'ils étaient en surnombre. La demi-cavalerie reçut la charge ennemie de plein fouet, surprise et totalement désorganisée. Une importante infanterie frappait de ses piques, perçant les hommes, montant les chevaux, les blessant mortellement ou les faisant tomber pour mieux les achever au sol. La troupe venue défendre Camo s'organisa à peine, prête à combattre les hommes à pied, quand une charge de cavalerie les surprit par l'autre flanc. Gorun comprit vite que la déroute risquait d'être assurée. Sans prendre le temps de réfléchir, il ordonna la charge et élança sa monture vers la mêlée qui venait de s'engager. Dania serait forcé d'attendre ou de vaincre sans lui. C'est Deryn lui-même qui avait lancé cette attaque surprise, perçant la mêlée, frappant ses adversaires, la rage au ventre et le cœur vaillant. Il fallait vaincre, à tout prix. Il fallait qu'il tue Dania, non pour des questions de haine, de politique ou de pouvoir. Non,
Elle avait fait assassiner Erdur, le roi désigné par Dalos lui-même. Il fallait venger cette odieuse mort et empêcher cette usurpatrice sans honneur de monter au pouvoir. Ce n'était pas son avenir à lui qui se jouait lors de ce combat, c'était le destin de tout le clan. Daerin était un homme d'honneur et un meneur sûr. Ses guerriers le suivaient, l'auraient suivi jusque dans l'autre monde et se battaient pour lui avec la détermination des plus grands. Il avait su les convaincre, sans donner d'ordre, de venir combattre pour le clan. La bataille faisait rage, des braves mouraient, tombaient au sol dans un carnage sanglant où ne régnait que la barbarie et la désorganisation. Goeth contre Goeth, frère contre frère, sœur contre sœur, jamais la bannière rouge et brune ne fut aussi rouge. Jamais le clan n'eut autant de sang et de larmes à faire couler. Les hurlements, les cris, toujours ce sang, les tripes répandues sur le sol glacé, les hennissements des chevaux quand une lance leur perçait le flanc, les lamentations des hommes éventrés par une hache de bataille, et cette charge irrésistible menée par Goroun qui venait de heurter violemment la mêlée, entraînant toujours plus de sang et de morts. Le parti de Daerin venait de subir de lourdes pertes, mais ce qu'ils avaient déjà infligé à l'ennemi leur permettait de rester en surnombre. Même s'ils étaient persuadés du bien fondé de leur combat, leurs ennemis l'étaient tout autant. C'était un combat où les justes massacraient les justes, où les plus puissants des guerriers faisaient face aux plus forts, une mêlée où tous méprisaient la faiblesse. Il n'y aurait pas de pitié, pas de prisonniers, pas de reddition, pas de retraite. Il fallait anéantir l'ennemi ou être anéanti. Mais dans cette bataille, il n'y aurait aucune demi-mesure, et de ce combat dépendrait l'issue de celui qui venait de s'engager de l'autre côté de la colline. Bordel, mais que fout Goroun ? Danya, le visage et les vêtements couverts de sang, la lame à peine sortie du corps de sa dernière victime, observait une fois de plus cette colline d'où étaient censés venir des renforts. Elle se demandait sérieusement si le reste de son armée n'avait pas déserté ou rejoint le camp ennemi, ou si Goroun n'était pas un traître qui avait mené ses troupes loin du champ de bataille. Elle para une estoque visant sa cuisse, fit pivoter sa monture et frappa de taille. Son adversaire para et voulut contre-attaquer, mais elle fut plus rapide et planta la pointe de sa lame dans la tête du cheval adverse qui se cabra. Son cavalier ne chuta pas, mais quand le destrier retomba au sol, l'épée de Danya l'attendait et son tranchant l'égorgea sèchement. La femme continua le combat, tentant d'estimer l'avancement de ses forces sur celle de l'ennemi. Il lui semblait que son armée perdait avantage quand elle reçut un coup à l'arrière du crâne. Une violente frappe de masse qui l'aurait sans doute tuée sur le coup si elle n'avait pas porté un casque. Le métal de sa protection se déforma, perçant sa calotte de cuir pour venir déchirer la peau de l'arrière de sa tête. Sous le choc, elle bascula en avant, sonnée par le coup. Elle ne réussit pas à se maintenir et chuta, tomba au sol dans un fracas. Elle entendit un craquement, sentant son épaule gauche se disloquer complètement, lui arrachant un hurlement de douleur. Au sol, au milieu de la bataille, elle criait, des larmes de douleur aux yeux. Un cheval posa son sabot juste à côté de sa tête, un autre manqua de la piétiner. Elle eut le réflexe de rouler sur le côté, esquivant une mort assurée, mais son os brisé bougea encore et elle se crut prête à s'évanouir sous la douleur. Un autre galop passa juste à côté d'elle, serrant les dents, elle se releva. Le moindre mouvement était une torture. En plus de son épaule, elle supposait que sa cheville droite était elle aussi brisée, et sentait son sang chaud couler le long de son cou depuis la plaie qu'elle avait à l'arrière du crâne. Mais elle ne pouvait pas rester au sol. Elle serait morte piétinée par un cheval, probablement même par l'un de ses hommes. Elle poussa un nouveau cri de douleur alors que ses jambes la relevaient lentement. Elle ne pouvait pas perdre maintenant. Chaque parcelle de son être refusait la défaite. Du plus profond de son âme, elle n'acceptait pas d'abandonner ainsi la victoire à son adversaire. Elle finit par se mettre debout. Elle posait à peine son pied droit à terre et tenait son épée d'une seule main. Un cavalier ennemi passa à portée de lame. Elle le frappa, poussant un rugissement tant de rage que de douleur. L'homme encaissa le coup et tomba au sol, le flanc éventré. Danya se sentit déséquilibrée. Elle se rattrapa sur son pied dont la cheville était brisée. La souffrance fut si violente qu'elle tomba à genoux. Elle se redressa lentement. De la ville de Kamo, on entendit le puissant cri des Carnix. La lourde porte s'ouvrit, laissant sortir une armée de cavaliers lancés à la charge pour venir soutenir Danya. Uala menait elle-même la troupe qui venait faire pencher la balance. Un cavalier fit arrêter sa monture devant la future reine. L'observant comme un prédateur, il mit pied à terre et avança vers elle. « Ça va finir maintenant, Ucar !» promit-elle sans desserrer les dents. Goroun sentit un coup de hache le frapper au ventre. Le tranchant de la lame glissa sur la côte de maille, mais il eut la sensation d'un direct à l'estomac. L'homme qui l'avait attaqué était au sol et essayait de le désarçonner. Il le frappa du pied en plein visage avant de lui asséner un violent coup d'épée qui lui fendit le crâne en deux. La bataille durait depuis de longues minutes et déjà son corps avait reçu de nombreux coups. Son sang coulait sur son visage depuis une entaille en haut de son front. Une coupure à l'avant-bras gauche le faisait souffrir à chaque mouvement et ce choc à l'estomac restait douloureux. La mêlée était trop désordonnée pour avoir une idée de quel camp l'emportait.
Il s'élança, pointe de l'épée vers l'avant, vers un adversaire aux prises avec un autre partisan de Danya. Le guerrier ne vit pas l'attaque venir et une estoc dans le dos le transperça de part en part dans un cri de surprise et de douleur. Gurun et l'homme qu'il venait d'aider se lancèrent un regard bref, puis reprirent le combat. Ils n'avaient pas vraiment le temps pour des civilités ou des remerciements. Le chef de Camo frappa un autre adversaire, le coup porta à la gorge, une gerbe de sang éclata alors que le blessé porta une main sur sa plaie en tombant de sa monture. Un coup à l'épaule le surprit, venu du flanc, il n'aurait jamais pu le voir venir. Heureusement, sa cotte de maille l'avait protégé une fois de plus. Se tournant vers ce nouvel adversaire, il reconnut celui qui commandait l'ennemi, l'assassin d'Erdur lui-même, le terrible Derin. Le guerrier frappa à nouveau, visant la tête, et Gurun eut à peine le temps d'esquiver l'attaque. Les deux hommes se frappèrent, parèrent, feintèrent, esquivèrent. Malgré la douleur de ses blessures, Gurun restait un implacable cavalier, mais Derin était un champion qui n'avait pas volé son titre. Le chef de Camo avait beau tenter des bottes parfois connues de lui seul, l'autre avait toujours le bon réflexe au bon moment et réussissait à tirer toutes les situations à son avantage. Malgré l'expérience et la ténacité du chef, Derin était un adversaire de poids, une fine lame reconnue. Gurun aurait préféré que lui et Danya se battent au tournoi, que l'adresse l'épée à la main décide de leur sort, car tous deux étaient des duellistes de génie et méritaient le trône des Goeths. Derin frappa des stocks, Gurun dévia l'attaque avant qu'elle ne le perce et frappa de revers. Le futur roi esquiva et leva haut sa lame pour l'abattre verticalement sur son adversaire. Mais son mouvement fut trop ample et trop lent. Le chef de Camo en profita pour frapper une deuxième fois alors que l'arme de Derin trop haute n'aurait pas pu parer. Mais le futur roi, durant le duel, avait retiré son pied de son étrier. Cette fausse manœuvre trop lente était un piège dans lequel son adversaire venait de tomber, puisque ce ne fut pas avec sa lame qu'il part à l'attaque de Gurun, mais bien d'un coup de pied qui atteignit le chef de Camo au poignet. Dans un cri de douleur, il lâcha son arme alors que celle de Derin s'abattait sur la frontière entre son épaule et sa nuque. Sous le choc, Gurun tomba de sa monture alors que du sang giclait de sa plaie. Danya frappait lourdement son adversaire. Celui-ci paraît, ne trouvant pas le moyen d'approcher de cette furie à l'épaule disloquée, à la cheville brisée, et qui pourtant continuait sans cesse d'attaquer en hurlant. Il avait d'abord tenté de tourner autour d'elle, ayant très bien compris qu'elle était incapable de suivre ses mouvements, mais elle l'agressait malgré tout, peu importait où il se trouvait. Elle parvenait toujours à atteindre un angle, pivotant, sautillant, afin que sa lame reste en danger incessant pour Ucar. Les frappes de la femme étaient lourdes et puissantes. Sentant sa dernière rapprocher, elle mettait toute sa force et son énergie dans chaque mouvement. Et lorsque son adversaire parait, il sentait sa propre lame céder sous le choc, alors qu'un nouveau coup le menaçait déjà, avant qu'il ait pu contre-attaquer. Il était impressionné par la combativité de celle qu'il affrontait. C'était une guerrière comme il n'en existait pas assez. Il voulut frapper quand il fut bousculé par un cheval et un lourd fracas. La mêlée venait d'encaisser la charge d'Uala venue s'écraser sur le dos de son armée qui recula d'un bond. La bataille reprit de plus belle. Les guerriers du quart, maintenant en sous-nombre, se battaient avec la peur et la volonté de survivre au ventre. Quelques minutes plus tôt, c'étaient des hommes qui cherchaient la gloire et l'honneur. À présent, c'étaient des bêtes sauvages acculées, prêtes à tuer, prêtes à mourir, mais pas à se rendre. Danya sentit une main l'empoigner par derrière et se retourna pour frapper, mais vit Uala sur son cheval qui la hissait sur sa monture. Ucar se jeta sur les deux femmes, mais la championne de Camo lui asséna un coup de pied en plein visage. Elle tenta de le frapper des stocks, mais le chef d'Abar esquiva. Le son d'une dizaine de carniques se secoua à la plaine. Venant de la colline, Danya sourit. Gurun s'était fait attendre, mais il venait enfin leur prêter main forte. Elle leva les yeux vers le sommet. Une armée s'y était postée, menaçant de charger. Ils étaient des milliers, portant une bannière aux couleurs du clan. Elle se demanda d'abord pourquoi Gurun ne prenait pas l'ennemi en étau comme il en avait reçu l'ordre, quand elle reconnut l'homme qui dirigeait. Derin. Elle comprit alors. Gurun ne l'avait pas trahi. Il avait été attaqué par leur ennemi, et il avait perdu. « Sonnez la retraite !» souffla-t-elle. La championne de Magur, qui n'aurait plus osé se faire appeler future reine, se sentit partir. Ses forces la quittaient. Elle était épuisée. Elle avait perdu tellement de sang de la plaie derrière son crâne. Très vite, les hurlements de la bataille furent lointains. La charge de Derin semblait être à des centaines de kilomètres, s'éloignant encore jusqu'à ce que les sons ne lui parviennent finalement plus. Elle se sentait flotter, comme au ralenti, bercée par la monture d'Uala qui galopait vers la ville. Tout cela semblait si loin. Comment cela aurait-il pu avoir de l'importance? Tout ce qu'elle voulait, c'était dormir. Elle glissa de la monture, se sentit tomber, et plus rien. Son corps déjà sans vie heurta le sol. Elle avait vécu en héroïne et était morte. Un tas de viande gisant dans la boue, piétinée par des guerriers qui poursuivaient les fouillards vers la ville.
Derin ordonna que l'on cesse les poursuites. Il laissa l'ennemi se retrancher, fier de sa victoire. Il regardait la ville qu'il allait prendre. Il ne savait pas si Dania avait survécu à la bataille, mais il ne doutait plus de sa future reddition. Puis-je entrer? Je t'en prie. Derin avait fait monter son campement aux abords de la ville. Sa tente était grande et isolée du froid. La tente d'un roi, sans aucun doute. L'homme qui le rejoignait, il l'avait rencontré le soir même de l'assassinat d'Erdur, un vat du nom de Yann. Il ignorait évidemment qu'avant de lui proposer ses services, il les avait proposés à Erdur, qui avait décliné juste avant de mourir. Ses promesses s'étaient toujours révélées justes. Quel chef offrait son soutien à Dania? Comment faire et quoi dire pour qu'il change de camp? Et bien sûr sa fameuse vision, où il avait vu un homme sous les ordres de Dania tuer Erdur. Évidemment, celle-là était un mensonge. Il avait également prédit la façon dont la rivale de Derin allait attaquer, et quand. C'est lui-même qui avait proposé cette stratégie consistant à laisser les troupes de l'adversaire se diviser pour les surprendre alors qu'ils étaient persuadés que leur plan fonctionnait. Le roi, on pouvait l'appeler ainsi à présent, tendit une chope de vin au vat alors que lui-même en tenait une. « Je t'en prie, trinque avec moi, ordonna-t-il. Je te dois cette victoire après tout. »« Et comment saviez-vous que j'allais venir ?» demanda le vat en saisissant le breuvage. « Eh bien, moi aussi j'ai des visions, » répondit Derin dans un clin d'œil. Les deux hommes se sourirent, firent s'entrechoquer les chopes et burent une grande lampée. « Vous savez donc pourquoi je viens ?» demanda Yann. Le goëte secoua la tête. « Je viens vous porter la nouvelle. Le corps de Dania a été retrouvé sans vie. »« Parfait. » Un garde vint interrompre la conversation. « Excuse-moi, Derin, l'homme que tu as demandé vient d'arriver. » Le visage radieux du roi sombra en un instant, comme si cette victoire et son couronnement n'avaient aucune valeur, comme si tout était vain, comme si le combat ne commençait qu'à peine. Une chose le dérangeait, et en tant que roi, il comptait bien régler ça au plus vite. « Fais-le entrer, » ordonna-t-il. « Yann, s'il te plaît, ne souris pas, ne sois ni cordial ni agréable, et surtout, ne dis rien. » Le vat hocha la tête, et Ucar fit son entrée. Le chef d'Abar avait l'allure fière, prêt à recevoir les félicitations de son souverain pour le combat qu'il avait mené. « Mon roi, merci de m'avoir convoqué, » commença-t-il. « C'est un honneur de... »« Ferme ta putain de grande gueule !» lui répondit Derin d'un ton sec. « Tu as l'air bien heureux, est-ce que tu peux me dire pourquoi ?» Sentant la question piège, ne comprenant pas l'attitude du chef qui l'avait fidèlement servi, Ucar hésita avant de répondre. « Eh bien, nous avons remporté une grande victoire, nos ennemis étaient plusieurs milliers et nous les avons mis à genoux. » Le roi soupira lourdement. « Plusieurs milliers d'ennemis, dis-tu? Des ennemis? Dis-moi, de quel clan ?» Ucar commençait à comprendre. Il baissa la tête. « Du clan Goëth, mon roi. »« Du clan Goëth, » répéta le souverain. « Je ne sais pas quelle erreur j'ai pu faire pour vous mettre dans cet état, » se défendit le fautif. « Je n'ai voulu que vous servir. »« Me servir? Rappelle-moi, c'est quand exactement que je t'ai ordonné d'aller attaquer Kamo? J'ai la mémoire courte, mais en même temps, ça m'étonnerait vraiment que je t'ai demandé d'aller tuer le peuple que je suis censé gouverner. Nous avons de nombreux ennemis. Des ennemis, tu m'entends? Des vrais. Les Goëth ne peuvent pas se permettre d'être faibles et à cause de toi, à cause de cette guerre, le clan a perdu des milliers de braves qui devaient le défendre. Je voulais gagner cette guerre en versant le moins de sang possible. J'allais convaincre les chefs de me rejoindre, présenter des preuves des méfaits de Dania. Je serais devenu roi par l'honneur et parce qu'on m'aurait suivi. Et au lieu de ça, de ta faute, je me retrouve avec un bain de sang sur les bras. Ucar ne savait pas quoi répondre. Il était si peu habitué à ce qu'on lui fasse la leçon. Il aurait réagi violemment dans n'importe quelle autre situation. Mais là, il parlait à un roi foudrage, et qui plus est, un roi qui avait raison. Derin lui tendit une missive. « C'est une proposition des termes de leur reddition, » expliqua-t-il. « Dania est morte, ils n'ont plus personne à suivre à part moi. Tu vas aller la remettre à Uala, on peut finir ceci sans verser de sang, ou continuer, c'est à eux de voir. » Ucar se saisit du parchemin, salua le souverain en ponctuant d'un « à vos ordres des plus humbles » et quitta la tente. Il ne lut pas la lettre avant de la présenter à celle qu'il avait combattue une heure plus tôt. Il aurait dû. Car en plus de proposer la reddition non violente de l'armée de Kamo avec pour seule condition de prêter serment à leur nouveau roi et la promesse de présenter des preuves de la culpabilité de Dania de l'assassinat d'Erdur, preuve créée de toutes pièces par Yann, le roi faisait mention du sort réservé à Ucar.
Pour avoir illégalement attaqué une ville de ses frères Goeth, Dérin le condamnait à subir le jugement du peuple de Kamo, qui en ferait ce que bon lui semble. Il ne fallut pas 20 minutes pour que la tête du car soit plantée sur une pique ornant la plus grande porte de Kamo, et qu'une délégation menée par Uala ne vienne accepter, au nom de la ville, les conditions de la proposition de reddition, et prêter serment au nouveau roi. Tout cela n'allait pas aider Kamo et Abar à mettre fin à leur vieille rivalité. Les habitants d'Abar allaient aussi certainement s'opposer au roi qui avait sacrifié leur chef qu'il avait si loyalement servi, mais il pourrait toujours régler ça plus tard. En attendant, il avait vaincu. Il allait être très vite sacré roi, avait le soutien inconditionnel d'Uala qu'il avait nommé chef de Kamo, avait pu instaurer son autorité avec un exemple du sort réservé aux traîtres, au temps d'Anya Kukar, et avait trouvé un conseiller grâce auquel il allait remporter encore de nombreuses victoires. Ce fut une journée fructueuse. Fin de la partie 30.